merci de m'accueillir et puis merci d'avoir marqué l'intérêt sur effectivement le voyage culturel qui a été fait au sein de Sodexo. Alors je vais me présenter rapidement, donc Majda Vincent, ça fait quelques années que je fais des RH, mais j'ai eu aussi un parcours dans les opérations, comme on dit, donc ce qui m'a permis aussi d'avoir un certain pragmatisme du terrain et de mettre un peu de concret, de connecter aussi les opérationnels avec la stratégie RH quand elle arrive et qu'on met des choses en place, et surtout de faire le lien de ce qui appartient à la ligne managériale, mais aussi à la responsabilité d'un leadership et pas forcément que d'une fonction RH. Et ça a été toujours mon fil rouge, donc bientôt 5 ans chez Sodexo, et puis j'ai aussi eu l'occasion de travailler plus de 20 ans chez Ikea dans différents parcours, notamment en charge du e-commerce, du call center, j'ai géré un magasin aussi. Et puis, j'ai terminé mon parcours chez Ikea en tant que DRH au sein du groupe. Puis ensuite, j'ai fait un parcours chez ISS de 3 ans et ensuite chez Ikea. Je suis maman de 3 filles, c'est important de le dire, et provinciale de Bourgogne. Et c'est ce qui aussi détermine mon parcours et ce qui m'anime chaque jour et ce qui me permet d'être passionnée et puis ancrée aux réalités, donc de la jeunesse avec mes filles, de 21 ans à 12 ans. Et puis je fais le lien souvent avec ce qu'elles me disent, ce qu'elles me rapportent de l'école et ce qui se passe en entreprise et quelques transferts ou pas, ou quelques liens qu'on pourrait faire. Donc j'aime bien aussi faire de la sociologie à ce niveau-là parce que je trouve que notre métier de RH a changé énormément. Le métier de RH que je faisais il y a quelques années au sein d'IKEA n'est absolument pas le même, et c'est pas le fait de changer d'entreprise, mais c'est plutôt ce que l'on vit aujourd'hui dans la société qui ressurgit et qui surgit en entreprise et qui fait qu'on doit s'adapter et revoir la manière dont on mène les transformations en mettant le côté organique et le travail réel aussi dans ce que l'on fait. Donc ça, c'était le propos introductif. Et puis, genre, si j'ai un débit, vous m'excusez, c'est ma nature et c'est pas parce que je suis pressée. Je prendrai le temps. Je voudrais surtout essayer de ne pas être monologue et de créer de l'interaction et aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai été à l'époque approchée par Sodexo, c'était il y a plus de 5 ans, l'objectif c'était de venir pour travailler sur la transformation culturelle et notamment revoir un peu comment on peut prendre soin des managers, puisque les managers, il s'avère que quand on voit leur quotidien, à l'époque du Covid, c'était les gendarmes du protocole sanitaire, c'était à eux de tout faire, c'était à eux de vérifier tout ce qui était législatif, mais en plus, ils devaient s'occuper des clients, puis par ailleurs, ils devaient faire leur job. Donc en fait, finalement, on les réoriente à chaque fois et s'est posé la question sur comment on prend soin d'eux, comment on s'occupe d'eux aussi pour qu'ils puissent prendre soin des équipes et puis faire leur travail de manière très sereine. Et moi, je suis souvent très préoccupée par la première ligne managériale, qui vivent des injonctions contradictoires quotidiennes, qui aujourd'hui sont aussi des assistantes sociales parce qu'elles gèrent les problématiques de leurs équipes. Des sujets qu'ils ne géraient pas, ou en tout cas qu'ils géraient, mais qui se sont exacerbés avec le temps. Et c'est vrai que dans des entreprises comme Sodexo ou d'autres, où c'est très people intensive, comme on dit, eh bien, il y a des enjeux de logement, il y a des enjeux de violence domestique, il y a des enjeux de discrimination et plein d'autres. Et donc, ça interfère dans l'environnement du travail. Et encore plus quand on est une entreprise avec 3 valeurs, dont une qui résonne aujourd'hui, qui est l'esprit de service. C'est vraiment l'héritage de Pierre Bellon. C'est pour ça que le thème m'a vraiment fait vibrer aussi, l'esprit de progrès et l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on va parler d'esprit de service, mais quand j'ai rejoint effectivement Sodexo, je me suis dit, si on travaille sur un programme, il faut absolument qu'il soit connecté à l'ADN de l'entreprise, à ces 3 valeurs, l'esprit d'équipe, l'esprit de progrès, toujours se progresser, et puis surtout le sens du service, au sens noble, puisque quand vous êtes dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que, parce que vous nous connaissez sous l'angle de la restauration, Sodexo, il y a un an, opérait les JO et on fournit les repas de 15 000 athlètes. Sodexo, c'est pas loin, enfin en tout cas, on voit des bateaux passer, c'est les yachts et bateaux parisiens. C'est opérer à la Tour Eiffel, au Pré-Cattelan, etc. Et Sodexo, c'est aussi les écoles, les écoliers que l'on aussi nourrit. Les entreprises, donc dans les sièges, les cafétérias que vous connaissez. Voilà, j'aurai plein d'exemples. C'est aussi auprès des détenus. En tout cas, beaucoup d'activités, pas les œufs dans le même panier. Et on fait de la restauration sociale accessible comme de la restauration plus prestige, des tables de président, mais aussi le Jules Verne, Madame Brasserie et compagnie. Donc voilà, ça c'est Sodexo. Donc une vraie fierté pour moi de représenter nos salariés parce qu'ils ont un esprit de service particulier. Ce sont des métiers où on est au service d'eux. Et pour moi, servir, c'est comme dans le retail, puisque j'en viens, c'est noble, c'est beau. Et donc,
quand on veut servir et que nos clients soient heureux, il faut aussi s'occuper de nos salariés. Comment on leur rend service? Comment ils sont bien pour bien servir? Et donc, c'est comme ça qu'on a articulé le programme du leadership empathique et collectif qui était pas pour être sympa et se taper sur l'épaule et dire qu'on est adorable. On a apporté la culture du feedback et puis surtout la performance. Et donc, on a abordé la connaissance de soi en premier lieu. Pour être au service d'eux, il faut déjà bien se connaître, savoir si on aime servir. Parce que voilà, entre dire je vais servir et je vais le faire, il peut y avoir un écart. Donc c'est vraiment aborder ces notions-là avec franchise et avec proximité. Donc on a créé des débats autour de finalement pourquoi on est chez Sodexo, pourquoi je fais ce métier-là et en quoi c'est important. Et donc, on a construit ce programme. Alors, une de mes fiertés, alors je dis on parce que oui, je l'ai porté, je l'ai initié, je l'ai incarné dans mon quotidien avec mes équipes et quand je vais voir les équipes sur site. Mais c'est surtout, j'ai voulu rassurer. J'ai voulu rassurer parce que quand on arrive et qu'on dit on va faire une transformation et que, en fait, les personnes avaient peur, parce que Pierre Bellon a créé l'entreprise en 1966 avec, encore une fois, ces 3 valeurs fortes. Il n'était pas question de modifier les valeurs et la culture de l'entreprise. Et en fait, on a construit ce programme-là avec des opérationnels. Donc ça a été une co-construction avec des opérationnels. On s'est fait accompagner d'une consultante externe à l'époque. Et on a bâti ce programme autour de l'ADN, des opérationnels autour, pour rassurer. Et donc on s'est dit, voilà, on veut s'occuper de vous et on veut remettre du sens et aller plus loin dans cette empathie et donc dans l'esprit de service. Et donc on a focusé sur l'interne en premier pour que ça rayonne auprès de nos clients. Alors certains vont parler d'asymétrie des attentions ou qu'est-ce. Moi je dirais tout simplement de considérer les gens, de considérer les personnes et de les respecter, de prendre soin d'elles. Donc premier pilier, je me connais, connaissance de soi et prendre soin de moi. Et c'était pas tabou. On voulait nommer ces sujets. C'est pour ça que derrière, on a rapidement mis en place des capsules santé. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en nommant ce sujet, il y avait des fragilités émotionnelles, surtout en sortir du Covid. Les gens qui étaient en burn-out, il y avait des gens qui étaient en fatigue. Et donc, on s'est vu rapidement mettre en place des choses qu'on s'est dit, on ne peut pas aborder un programme sans mettre des bouées pour des personnes qui vont mal. Ce n'était pas un one-shot programme. Il fallait absolument mettre des choses qui venaient sécuriser le ressenti et accueillir ce qui n'allait pas. Et ça, je ne l'avais pas vu au départ, mais on a une force de frappe puisque ce programme, on a décidé de mettre des facilitateurs internes. Donc on a internalisé le programme. On s'est fait accompagner par une experte avec des concepts et des notions importantes autour de la psychologie, autour de la relation au travail. Mais on a accompagné des personnes en interne pour qu'elles puissent prendre le relais. C'est pour ça qu'on a et des facilitateurs et des attentionnés aussi dans l'entreprise qui prennent le relais quand nécessaire. Le deuxième pilier, après la connaissance de soi, donc c'est du développement personnel et le prendre soin, c'est la culture du feedback. Comment je donne et je reçois un feedback? Est-ce que c'est le bon moment pour t'en faire un? Donc si on est vraiment dans l'esprit de service, c'est comment je ne fais pas comme je dis, un feedback sandwich, mais comment j'en fais un? Mais ce que je dis, c'est est-ce que c'est le bon moment pour toi? Pas seulement juste pour moi, pour me défaire d'un feedback que je voudrais faire. Et puis ensuite, il y a la notion d'animation en mode co. Donc comment je co-anime, on arrête, parce qu'on est quand même dans une culture du chef, une culture de la cuisine, de l'excellence. Eh bien, comment on met de la proximité et comment on arrête la réunion descendante. J'organise, j'anime, je suis le timekeeper, etc. Donc comment je mets du sens, du service et de la relation dans l'animation avec mes équipes. Et voilà, c'est ces notions. Donc, et comme je vous dis aussi, il y avait la notion de prendre soin et de la performance. Et donc, ça a été les 4 ingrédients essentiels. Et ce qu'on a essayé d'apporter dans ce programme, c'est en présentiel. Donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire après le Covid et puis après l'évolution de Sodexo. Les gens ne se voyaient plus forcément parce que c'est plus de 4000 sites. En France, c'est 30 000 salariés. En Europe, c'est 120 000 salariés. Et dans le monde, c'est 420 000. Donc, une de mes satisfactions, c'est que le programme, il a été déployé en Europe et il a été déployé aussi aux US et en Asie. Et donc, il a été, alors pas au même niveau, puisque là, j'ai mis beaucoup d'exigences pour qu'on aille au plus proche des sites. Et là, la prochaine étape, c'est qu'on fasse des ateliers d'une demi-heure, 1 heure pour les employés, la catégorie employés sur site. Parce que pour moi, je pense que c'est important de démocratiser le développement personnel. Ça ne doit pas rester seulement pour une élite. On a tous besoin de prendre soin de soi, on a tous besoin d'apprendre à mieux se connaître, à voir nos angles morts pour mieux interagir. Puisque l'objectif de ce programme-là, c'était aussi sortir des silos, travailler ensemble et être encore meilleur dans la relation avec nos clients quand on se connaît mieux et quand on arrive à interagir avec ses collègues. Et comme on a eu un retour assez positif, c'est que nos clients commençaient à sentir, d'ailleurs je parle avec quelques DRH clients qui m'ont dit « j'aimerais bien que tu nous aides ».
ou est-ce que je peux inviter des managers à vos sessions? Je lui dis, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est très connecté à la culture de l'entreprise, c'est très connecté à l'ADN. Donc nous, on a connecté ce programme à l'esprit d'équipe, l'esprit de progrès, l'esprit de service. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas copier un programme. Quand j'étais chez Ikea, j'avais aussi un programme de leadership, mais il était spécifique au retail, spécifique au front, à la relation en direct, alors que chez Sodexo, le modèle organisationnel est différent. Donc c'est absolument important de se connecter à la réalité, à l'éprouver, à ce qui se passe dans l'entreprise. Mais en tout cas, j'étais plutôt honorée que nos clients le perçoivent. Alors pour certains, ils nous ont dit, bon, vous êtes un peu trop gentils, les salariés sont un peu trop gentils. Donc il a fallu resituer aussi l'empathie, parce que l'empathie, effectivement, c'est pouvoir faire un chemin relationnel efficace. C'est se mettre à la place de l'autre, pouvoir aussi avoir une discussion, mais pas absolument tout accepter, parce que le client est quand même exigeant. Donc l'esprit de service, voilà, il y a ne pas non plus se plier à s'en rendre malade, puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait aussi de la souffrance au travail, il y a une telle volonté, et c'est vrai que ce que je constate chez Sodexo, il y a un tel engagement où on peut s'en oublier. Donc c'est là où l'esprit de service est vraiment à observer et à accompagner pour éviter de fragiliser la relation par la personne qui rend service, mais aussi par la personne qui l'accueille. Donc voilà, on a essayé de faire cela. Donc 2 jours en présentiel. Quelques semaines avant, ils ont une session en amont, donc je les fais toutes, où une demi-heure en Teams, on leur dit pourquoi ils vont venir, on répond à leurs questions. Si éventuellement il y en a qui sont réfractaires, qui n'ont pas envie, on essaye de leur présenter quelques éléments. Et aussi, on leur renvoie, et ça a été scanné, parce qu'on n'a trouvé que la version papier, de ce que Pierre Bellon a écrit en 1977 sur les comportements attendus. Et vous les relisez aujourd'hui, en 2025, et ça résonne. Et je veux dire, il n'a pas réinventé les choses. Donc ça, quand on dit qu'il faut réinventer le modèle managérial, je dirais, si des gens considèrent bien les gens ayant fait du basique, je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer. L'humain va être au centre. J'ai entendu tout à l'heure la discussion autour de l'IA. Eh ben justement, remettons l'humain au centre et remettons les basiques qui sont juste regarder les personnes, les considérer. Et je pense que c'est, en tout cas à mon humble avis, une des clés de succès pour pouvoir bien servir et faire du business. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, remettre du basique, de la considération, de l'écoute, bien entendu culture du feedback avec les entretiens d'évaluation, et l'entretien d'évaluation, ça devait être une conséquence de tout ce qu'on dit au quotidien. Et puis ensuite, ils arrivent en 2 jours en présentiel. Alors comme il y a une culture du service du client, ils disent ah, mais moi je ne peux pas laisser le service à 7 heures, je ne peux pas laisser mes équipes. Et donc on a démarré le programme. Donc quand on est à l'écoute, on a démarré le programme en J1 midi. Comme ça, le matin, ils peuvent aussi sécuriser, appeler les collègues, etc. Parce que c'est compliqué pour des gens très engagés dans le milieu de la restauration de sortir comme ça. Donc on y a été progressivement pour les embarquer. Alors oui, au début, on a eu un taux d'absentéisme des gérants, très clairement, et avec le temps. Et puis, comme ça fait maintenant 4 ans qu'on déploie ce programme, ils se sont passés le mot. Et donc, ils n'avaient qu'une envie, c'est découvrir ce programme-là. Et donc, on essaye vraiment que ça se transmette. Et puis, s'il y a des équipes aussi qui sont prêtes et qui disent moi, je dois aller plus loin avec mes équipes, avec le service achat ou avec, dans ma région, avec telle équipe, eh bien, on accélère. En fait, on accepte l'essaimage et on accepte que ce ne soit pas un déploiement cascading. Typiquement, quand on l'a déployé à l'époque, le COMEX n'était pas prêt pour différentes raisons. Et donc, on s'est dit, OK, on va y aller. Et ils ont commencé à en entendre parler par leurs équipes et ils se sont dit, bon, ce serait bien que j'y aille. Et ils s'invitaient dans les sessions. C'était très intéressant. Et puis, une fois qu'on fait ces 2 jours, on leur demande de s'engager. Donc les 2 jours, c'est de l'expérience. Donc il y a une séance plénière où ils sont 100 et ensuite ils sont sous commission à 8 et 10 avec des facilitateurs. Et ils viennent que de temps en temps en plénière pour partager, pour qu'il y ait un moment un peu plus fun. Et puis il y a un temps le soir de célébration et c'est laissé à la main des directeurs et directrices régionales pour faire une soirée privilégiée avec leurs équipes qui n'ont pas l'habitude de voir. Donc là, on les laisse entre eux. Bon, nous, on est là, facilitateurs, mes équipes RH. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les 40 facilitateurs que l'on a et facilitatrices, 70% sont des opérationnels. Et ça, je ne pouvais pas y croire au départ, parce qu'on a fait un appel au volontariat, bien sûr avec candidature, motivée, une formalisation écrite, et ils avaient un entretien. Ils sont supervisés aujourd'hui avec une personne externe et interne pour avoir plus d'impact et du concret aussi dans l'expérience. Et ceux qui s'engagent doivent faire au moins 3 sessions par an pour être dans la pratique et le mode opératoire, parce qu'on ne peut pas juste dire tiens je le fais un jour, non, parce qu'ils sont supervisés, ils sont observés aussi, et donc c'est quand même une transformation majeure que l'on met en place. Et puis en parallèle, ce qu'on a mis pour pouvoir accompagner cela, c'est des ateliers de renforcement. J'ai besoin d'aller plus loin dans le feedback. Eh bien, le 3e jeudi, dans telle région, il y a une session d'une demi-heure. J'ai besoin d'aller plus loin dans le co. Je vais à tel atelier. Et là, quand on fait des sessions, on réunit les directeurs régionaux, donc les N+2 des gérants,
pour rediscuter de leurs pratiques, de comment ils font, puisque il faut accepter quand on lance ce type de programme d'avoir un peu des challenges du genre dis donc c'est pas très lec, même mes organisations syndicales, je recevais des mails en disant c'est quoi là cette attitude, donc leadership empathique et collectif, tel manager il a fait telle chose sur site, parce que bon là il y a des ajustements et rien n'est parfait. Donc aussi quand on met en place ce type de programme, on accepte les imperfections, les ajustements, et donc je me suis dit super, ça résonne et ça challenge, et donc les organisations syndicales ont vécu par organisation syndicale le programme aussi, pour l'expérimenter. Donc ça a été vraiment un 360. Donc, et là maintenant on fait des sessions pour les nouveaux entrants, les nouveaux managers, et à partir de milieu de l'année prochaine, alors chez Sodexo on est de septembre à août, donc courant de l'année, on va commencer à tester des ateliers d'une demi-heure, 1 heure pour les employés, parce que quand on est aussi employé sur site, le temps de concentration n'est pas le même, il n'y a pas les mêmes habitudes, donc c'est d'être le plus dans l'expérience. Et après, si je fais le lien, alors je vous ai beaucoup parlé de service, parce que c'est un métier de service, Sodexo c'est une entreprise de service, eh bien, on s'est rendu compte que lorsque les équipes commerciales, puisqu'elles ont fait aussi le leadership empathique et collectif, quand elles préparaient les soutenances, elles se mettaient en mode co. Voilà, comment je fais de l'empathie, comment j'écoute le client, et j'évite de sortir tout de suite mon narratif, tout de suite ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qu'elle faisait. J'ai tout de suite envie de vendre ce que je peux lui proposer, ce dont il a besoin. Et non, en fait, nos clients nous ont fait la remarque sur le fait qu'il y avait vraiment des sessions amont d'écoute, qu'ils se sentaient beaucoup plus écoutés, il y avait plus d'interaction pour revenir avec quelque chose de plus concret. Une équipe qui arrive, qui s'écoute, qui est ensemble et qui a préparé. Parce qu'avant, c'est tiens, je t'envoie les slides, on les prépare. Alors bien sûr, il y avait toute une structure. Je ne dis pas que le LEC a révolutionné, je n'aurais pas du tout cette prétention. Mais ça a été une brique supplémentaire à mettre du lien et du service dans l'appel d'offres. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté. Et puis après, moi, j'aime bien les résultats. Alors, au-delà du fait que je vienne du business, mais c'est que je pense que c'est bien aussi de mesurer quand on met en place des choses. Et la mesure, elle a été autour du taux d'absentéisme et puis du taux de départ. Pas que le turnover, parce que le turnover, il y a aussi les départs quand on gère de la performance qui peuvent être pour gérer de la non-performance. Et puis, le taux d'engagement. Donc, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on a constaté une évolution donc, de l'absentéisme de moins 6% avant Covid. C'est-à-dire que bien sûr que le Covid, il avait augmenté. Donc quand je dis moins 6, ce n'est pas pendant la période de Covid, mais on a regardé à partir de 2019. Donc on a fait moins 6% de taux d'absentéisme et moins 1,5 jours d'arrêt en moyenne. Voilà, moyen. Et puis sur le taux d'émission, moins 11% de taux d'émission. On avait un turnover assez important. Les gens partaient parce qu'ils ont besoin d'être attendus. Voilà, j'avais mis en place des entretiens de départ pour savoir pourquoi les gens partaient, mais aussi pourquoi certains restaient. Et ils partaient parce qu'ils disaient j'ai l'impression de ne pas être attendu. Donc si on fait du sens du service et si on est une boîte de service, le convive qui vient prendre son plateau et qui mange comme le salarié qui a été recruté doit aussi être accueilli, valorisé. Donc c'est pour ça que la stratégie RH, elle est venue aussi renforcer ce programme pour mettre des dispositifs comme des formations supplémentaires, comme des parcours d'intégration adaptés aussi à la rapidité du flux, parce que quand il y a des personnes qui arrivent régulièrement, comment j'adapte un parcours d'intégration? Parce que la réalité du ranch, vous ne pouvez pas faire 2 heures de parcours d'intégration comme dans les fonctions commerciales, support. La réalité du ranch, c'est que vous aviez besoin de quelqu'un pour avant-hier. Donc le gars, il arrive, il prend le tablier, puis il est sur le terrain. Maintenant, comment je l'accueille et comment il se sent attendu, accueilli? Je prends un café avec lui, même si c'est 10 minutes, pour qu'il puisse y aller, quitte à ce que je lui fasse vraiment son entretien après. Et ça a été important, et aussi d'accepter les imperfections et d'accepter ce qui ne marchait pas. Et donc, on a essayé d'enlever un petit peu le poids au niveau des managers, parce qu'encore une fois, j'ai vraiment cette sensibilité de me dire qu'une des catégories dans les entreprises qui sont en souffrance, c'est vraiment la ligne managériale, qui gère beaucoup de choses et d'injonctions au quotidien. Donc on a essayé d'apporter ça, dont les capsules santé. Donc on a mis en place une fois par mois ce qu'on appelle une capsule santé avec un intervenant professionnel externe et une personne de mon équipe. J'ai la chance d'avoir structuré un pôle innovation sociale qui s'occupe des thèmes autour de la santé, des violences conjugales, des problèmes de logement. Parce que c'est une réalité. Il y a un transfert de ce qui se passe en société dans l'entreprise, encore une fois. Quand on a 30 000 salariés sur le territoire, on est un échantillon de ce qui ne va pas ou de ce qui va dans la société. Donc on a mis ça en place et du coup ça permet cette soupape, donc ces ateliers où on a une capsule sur le burn-out, une capsule sur la communication non violente, une capsule sur comment préparer ses vacances, etc., etc., pour continuer à nourrir et à renforcer cette ligne managériale pour qu'au quotidien, au-delà de ce qu'elle a vu dans le programme leadership empathique et collectif,
qu'elle puisse être encore meilleure et qu'elle s'exerce. Et à partir de l'année prochaine, il va y avoir des ateliers supplémentaires, ce qu'on appelle un peu les piqûres de rappel, parce que vous savez, la nature a rendu vide. Voilà. Donc c'est toujours de ramener la conscience. Et aussi, on a des managers qui nous disent vous êtes sûr que mon manager il l'a fait? Donc on essaie de leur dire, vous connaissez la citation, soit le changement que tu veux voir. Donc je leur dis toujours, faites le premier pas et peut-être que c'est vous qui allez inspirer, impulser votre manager, mais n'attendez pas que votre manager le fasse pour que vous puissiez le faire. Donc vous voyez, c'est des discussions très basiques, ça peut vous paraître basique ce que je vous dis, mais en fait c'est très, c'est le quotidien. Et donc ce programme, il a voulu être très pragmatique, au plus proche des réalités et des attentes clients. Donc la notion de business est là, l'esprit de service, et je pense qu'on opère en ce sens avec cette vraie volonté. Et puis une de mes avec mon patron, c'est quand on a vu l'année dernière, à fin août, le taux de rétention client. Donc la rétention client, on avait la meilleure progression groupe internationale et le meilleur taux de rétention. Donc on a réussi à garder tous nos clients l'année dernière. Donc c'est une vraie satisfaction et nos clients nous disent qu'ils ressentent un engagement de nos équipes. Et je peux vous dire que post-Covid, puisque vous savez que c'est des métiers qui ont été tout de suite à l'arrêt, les restos fermés, etc. Donc pour réengager une population, même là, on n'arrive pas à créer du lien avec des écoles parce que les parents disent non mais va surtout pas dans la restauration parce que si jamais ça se reproduit. Donc il y a une crise de vocation, vraiment au sens propre du terme. Et puis même de l'engagement, ça a créé une forme de tension à ce niveau-là. Donc je regarde si j'ai pu vous partager ce que j'avais envie de vous dire. Et ça a vraiment mis de l'exigence et de l'excellence dans la relation. Et ça, c'est vraiment important. Et on n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans le service du luxe, et pourtant il est nécessaire. Et c'est ça qui a été extraordinaire. Et ça nous a permis derrière de pouvoir ajouter des briques supplémentaires et de créer une stratégie RH qui mette de la cohérence. Typiquement, voilà, des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, parce qu'on en a sur site, et bien comment on met en place des dispositifs d'accompagnement, de lutte contre l'illettrisme. Donc ça allait jusqu'au bout du sens du service des personnes pour qu'elles ne soient pas laissées sur le côté et qu'elles puissent avoir accès au digital, à l'informatique et à l'information tout simplement. Donc tout ce qu'on a mis en place comme programme, c'est pour vraiment, comme je dis souvent, boucler la boucle et puis ne laisser personne sur le bas-côté. Et puis l'empathie, c'est devenu notre colonne vertébrale. Ce qui rassemble et aussi ce qui sanctionne. Donc entre nous, on se dit voilà, tu manques un peu d'empathie. Alors ça paraît un peu mesquin, mais ça crée un dialogue. Et puis en fait, on sent que ça s'est diffusé. Clairement, il y a. Est-ce que toi tu l'as passé le programme LEC? Est-ce que voilà, c'est un peu ça qui se passe et ça se voit dans les résultats aussi de performance. Et puis c'est devenu aussi, comme on appelle en anglais, un mandatory, une obligation de parcours. Et on a laissé de côté certains parcours qu'on avait au départ. Et maintenant, le point d'entrée, quand on rejoint chez Sodexo, on fait ce parcours. Alors c'est un investissement, je ne vous le cache pas. Mais après, ça a permis de voir quand même des résultats qui peuvent arriver par la suite. Je vais laisser l'espace aux questions, parce que je pense que c'est important. Voilà. Donc, je vous en prie. Bonjour, merci pour cette superbe intervention. Paola Casolari, toute basse Paris, donc univers du tourisme. Comment mesurez-vous la satisfaction et l'engagement de vos collaborateurs? Merci, j'ai oublié de le dire, donc c'est le 3e KPI. Donc on a eu plus 11 points de taux d'engagement, parce qu'on le mesure aussi. Donc il y a une enquête tous les 2 ans. Avant, elle était tous les ans et on s'est rendu compte qu'il y avait une lassitude. Et d'ailleurs, on attend les résultats là, de la dernière. On mesure la relation avec le client, la relation entre collègues, avec le manager, la résonance avec les objectifs de l'entreprise, et on a rajouté une dimension d'inclusion aussi. Est-ce que je suis considérée dans mes particularités, dans ce qui me caractérise dans l'entreprise? Donc oui, on mesure bien le niveau d'engagement, et en plus je l'avais bien là, mais il était tout en bas. Donc il y avait -6, -11 et +11. Pardon, c'est pas une question. Moi, j'ai travaillé à la Tour Eiffel et on vous avait comme prestataire, on vous a comme prestataire, je crois encore. Et je peux dire que, pour dire au public, dans la relation avec vos équipes, ça se sent vraiment. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire. Merci, voilà. merci. C'est un petit cadeau que je prends. Je le dirai aux équipes. Mais on a des managers aussi très engagés. Enfin, honnêtement, c'est quelque chose qu'on a peut-être tous dans nos entreprises, dans nos univers, mais niveau d'engagement très, très élevé. Et quand on donne du sens, ça mobilise. Et encore plus la Tour Eiffel, parce qu'il fait partie
du segment événementiel. Donc il y a cette notion de service qui est encore plus exigeante et autour de la célébration et de faire en sorte que l'expérience elle soit unique. Donc là, l'exigence elle est encore plus. Bonjour, j'ai une question sur le devenir, ou les managers en devenir. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué comment vous formiez les managers, comment travaillez-vous à les préparer, ces futurs managers? Est-ce que vous avez développé un programme spécifique justement pour la gestion des carrières, le développement des talents, etc. Oui, on a alors pour différentes couches managériales, on a un programme qui est devenir chef cuisinant, devenir responsable régional. Donc c'est ce qu'on appelle la RR Academy. Donc on a quelques petites académies. Alors j'ai pas envie de mettre le ton pompeux parce que c'est un peu les titres qu'on utilise, mais par catégorie oui. Et vous savez surtout quand on est sur des métiers où on accepte de prendre des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Bon, mis à part quand vous êtes chef, voilà, vous avez quand même une certaine certification. Typiquement, et merci de me tendre la perche, parce que après le Covid, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à avoir les compétences qu'on voulait, parce que certains avaient quitté le secteur, le domaine, pour faire d'autres choses. On s'est dit, on ne va pas attendre qu'ils arrivent, et puis on doit être agile et avoir des personnes. Donc on a créé un programme sur mesure fait maison de 4 mois. Et d'ailleurs, comme on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de femmes chefs, d'ailleurs vous pouvez le voir sur le marché, sur les shows TV, où il n'y a que majoritairement des hommes. Donc c'est quand même à peu près, je crois, 7% de femmes chefs en France. Chez Sodexo, c'est 11%, donc on est un peu mieux, mais c'est médiocre quand même. Et donc on a mis en place un programme pour les faire évoluer. Et une promotion sur 2 est exclusivement féminine, et une promotion sur 2 est 50% d'hommes, 50% de femmes, pour rester quand même dans l'ouverture. Voilà, comme ça nous permet d'accélérer ce sujet de mixité, mais aussi pour les préparer, parce que on a discuté avec certains employés, surtout les femmes, elles ne veulent pas reprendre leurs études, elles ne veulent pas aller chercher un CAP, etc. Or, on a la maison Le Nôtre qui appartient à Sodexo, donc on a une école à Rungis, et donc on les emmène là-bas et on les forme en interne pour qu'elles puissent devenir chefs, et aussi les hommes qu'ils puissent devenir chefs. Donc on a des parcours pour devenir chef, des parcours pour être responsables régionaux donc, sur les territoires, et bien entendu, il y a des parcours beaucoup plus transverses pour d'autres métiers. Et là, plus récemment, au niveau de l'Europe, j'ai développé un programme qui s'appelle Next Generation aussi, parce que Sodexo est une entreprise très inclusive, notamment sur le sujet des seniors. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est plutôt d'avoir des moins de 30 ans. D'ailleurs, quand j'ai fait un screen des top potentiels à EPO, j'ai eu du mal à en trouver, enfin, j'en avais pour l'Europe que 40 qui avaient moins de 40 ans. Imaginez. Et c'est vrai que les personnes qui ont rejoint disent mais à chaque fois qu'on voit des nominations, c'est des gens qui ont plus de 50 ans, donc c'était excluant pour les autres. Et donc on a mis un programme de développement en spotant, donc c'était peut-être un peu discriminant, mais à la fois si on veut bouger les lignes, quelquefois il faut le faire. Et donc on a mis en place un programme Europe alors du coup pour avoir un peu plus de monde, on a été jusqu'à 42 ans. Et pareil, on a toujours l'équilibre 50% de femmes et 50% d'hommes. Voilà. Alors, on a une autre question. Bonjour, merci. Moi, je travaille dans les centres de relations clients, donc même difficulté, cette première ligne managériale. Et j'étais vraiment intéressé par ces capsules, puisqu'en effet, on voit que tout se percute, les violences familiales, les problèmes de santé, les problèmes de logement. Vous pourriez en dire un tout petit peu plus? Merci. J'ai été directrice de call center et je mesure la tension au téléphone, et on le voit encore plus aujourd'hui. Alors ces capsules, elles durent 30 minutes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le max pour l'attention aussi. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on avait plus de 500 connexions et 700 des personnes qui se reconnectent pour le voir à des replays. Merci, je cherchais le terme. Et on a trouvé ça étonnant, mais c'est des populations opérationnelles qui se connectaient. Et donc c'est un format de 30 minutes où il y a 10-20 minutes d'introduction par une experte, donc avec qui on travaille maintenant depuis 3 ans, qui a appris à nous connaître, qui met de l'attention, qui nomme les choses pour pas brusquer, et à la fois qui lève le tabou. Et ensuite, on crée un temps de questions-réponses avec les personnes, et après on clôture par un temps de respiration. Voilà, donc on a mis aussi, ceux qui veulent, il y a des capsules aussi, temps de respiration, parce qu'on ne voulait pas braquer, méditation, parce qu'il y a eu aussi une période mode méditation, et pour moi c'est pas tabou et c'est pas un gros mot, ça a toute sa place dans l'entreprise, mais ça peut braquer, donc on a mis temps de respiration, et voilà, pour que tout le monde trouve son compte, et encore une fois d'être le plus inclusif possible. Donc ces capsules, elles sont pragmatiques, travaillées avec une experte, avec encore une fois, alors moi j'ai aussi investi en interne, comme je vous ai dit, les 40 personnes qui sont facilitatrices, certains ont été certifiés coach à un moment donné dans leur vie professionnelle, et en interne j'ai aussi investi sur une personne qui a obtenu une certification de coaching
aussi, moi, mon rêve, je pense que c'est bien d'avoir des coachs en entreprise, ne serait-ce que pour avoir une solidité sur le wording, sur la capacité à déceler les situations et à orienter vers des professionnels en externe, parce qu'il ne faut pas se décréter psy en entreprise, mais c'est bien d'en avoir. Et donc du coup, c'est la personne qui est coach, qui est avec cette professionnelle et qui prépare ces capsules. Et à chaque fois, systématiquement, on essaie d'avoir un feedback des opérationnels. Donc on envoie un petit questionnaire sur comment on aurait pu faire la capsule différemment, est-ce qu'il a manqué quelque chose. Et des fois, on refait une version bis en rajoutant des choses. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que la première fois, on avait fait 45 minutes, c'était un monologue, on les avait perdus. Et en fait, ils ont besoin d'interaction, ils ont besoin de poser les choses. Donc la capsule santé, elle est là pour créer une discussion. Il y a un fil aussi Teams, les gens qui posent leurs questions. Puis on essaye aussi de sonder, de prendre le pouls. Et si besoin, on rappelle des personnes. Une dernière question. Est-ce que du coup, vous avez observé une meilleure attractivité des talents, parce que vous disiez qu'il y avait eu une crise des vocations post-Covid? Écoutez, j'ai pas envie de paraître prétentieuse, mais je vous cache pas que quand je suis arrivée, ça a été très très dur. Les premiers comex, il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de ressources, il y a des problèmes, et c'était dur pour moi d'encaisser ça et tout. Et en fait, en mettant en place les questionnaires de pourquoi les gens partent, pourquoi les gens restent, travailler avec la ligne managériale, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un flux de candidatures. C'est juste qu'on ne les captait pas, on ne les gardait pas. Donc l'enjeu, il était l'esprit de service interne et l'esprit d'accueil. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus. Et donc on arrive quand même à avoir des candidatures. Enfin, rien que pour l'été dernier, il y a pile poil un an, on a recruté 6000 personnes pour faire les JO. On veut mesurer un petit peu ce que ça veut dire. Donc on y arrive et puis on travaille avec France Travail et puis des partenaires aussi associatifs et ça fonctionne. L'enjeu, moi je dirais majeur, avec beaucoup d'humilité, c'est de garder les gens. Voilà, parce qu'il y a des slashers, parce qu'il y a des personnes qui veulent tester. Et donc, c'est comment on capte ces personnes. Et typiquement, la réponse, et après, je vous dirai sur le flux, en fait, on a innové en se disant, il y a des personnes qui sont slashers qui ne veulent pas s'inscrire dans la durée. On a créé un pôle ressources interne, donc c'est des CDI. Et comme ils ne veulent pas rester plus d'une semaine ou plus d'un mois sur un site, en fait, ils vont là sur des absences temporaires. Et du coup, on les a mis par région. Il y en a une en Ile-de-France, dans le Grand Ouest. Et en fait, ce pôle ressources, ils vont pour dépanner. Et du coup, ça leur permet de ne pas s'attacher à un site, mais d'apporter leurs compétences. Donc, on a des super hyper experts, slashers, au sein même de l'entreprise. Voilà. Donc, dans le mode de la cuisine, parce que le monde de la cuisine, il y a beaucoup aussi d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont à leur compte. Or, en cuisine, c'est quand même des brigades et puis il y a quand même une relation hiérarchique. Donc, voilà. Donc, on a essayé de répondre à ça. Et puis, c'est vrai qu'on a travaillé avec mes équipes et avec mon patron sur la marque employeur, sur l'attractivité. Et avec quelques événements qu'on a mis en place, on a fait aussi des salons proximité en territoire. Donc, on a été vraiment en proximité sur les territoires avec nos partenaires, encore une fois, comme France Travail, mais vraiment ancrés. Et ça nous a créé du lien. Et on reçoit beaucoup plus de CV et même, je dirais, des profils qu'on n'aurait pas eu avant. Des personnes en reconversion, mais vraiment assez exceptionnelles. Et récemment, j'avais fait un podcast sur une personne qui était dans l'audit et qui rêvait d'être chef cuisine et qui a fait une reconversion et qui est sur un autre de nos sites. Ouais, c'est des parcours magnifiques. Et puis même des dirigeants qui aujourd'hui envoient directement, parce que ça n'attire pas forcément au premier abord, Sodexo, la restauration, les services. Et on a des hauts profils qui soit me connectent ou mon patron aussi pour nous rejoindre dans les comités exécutifs. Donc oui, ça a vraiment honnêtement travaillé la marque employeur et l'attractivité. Maintenant, l'enjeu majeur, et encore une fois, il y a des perfections, c'est de les garder. Parce qu'on peut quand même, malgré tout ce qu'on fait, décevoir. Donc il faut accepter de décevoir et puis de corriger et puis surtout de toujours être meilleur, quoi. Majda, merci infiniment d'être venue. Au plaisir de te revoir. Tu seras bientôt labellisé, j'espère, Esprit de Service France. On va essayer. En tout cas, merci pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une très belle journée qui s'annonce très chaude. En tout cas, merci encore, Majda, pour ta disponibilité. Merci d'avoir pensé à moi surtout. Merci. Merci à toi et merci pour ton programme.